Merci beaucoup à l'IRPI de m'avoir invité. Merci beaucoup à tous les intervenants et participants. J'ai vu des collègues comme Jamel, comme Olivier et plusieurs autres, des personnes de l'écosystème. Donc, je vais essayer de dire des choses sérieuses et intéressantes. Et en fait, plus qu'une revue de littérature, je vais vous montrer des faits saillants, des recherches qu'on a fait en entrepreneuriat migrant. J'ai la chance de co-diriger la base entrepreneuriale et aussi l'Institut d'entrepreneuriat Banque nationale HC Montréal. Et on fait beaucoup de recherches académiques et scientifiques, bien sûr, mais aussi beaucoup qu'on peut appeler grand public. On collabore avec les réseaux mentorat pour faire l'indice entrepreneurial québécois et avec Bonjour Startup Montréal pour les portraits des startups de Montréal. On fait l'album des familles, c'est l'enquête la plus grande sur les familles en affaires au Québec. Donc, et on a toujours une approche vers l'inclusion, vers étudier la diversité pour des raisons que vous pouvez remarquer. L'entrepreneuriat migrant m'intéresse beaucoup autant que chercheur. Aussi, on a lancé les premiers incubateurs inclusifs, que c'est entreprise. Donc, je vais vous montrer les résultats de la plus grande recherche ou la plus large recherche qu'on a fait sur l'entrepreneuriat immigrant au Québec. Et cette recherche est basée sur la base de données de l'indice entrepreneurial québécois. Donc, vous pouvez aller dans les sites iebn.hc.ca si jamais vous voulez télécharger tous les résultats de ces rapports ou si vous avez beaucoup d'intérêt sur la méthodologie, parce que je n'aurai pas le temps ici d'expliquer la méthodologie, mais on a appliqué plus de 5000 questionnaires et aussi on a fait une grande recherche qualitative. Donc, je me dépêche, il y a plusieurs auteurs des diverses universités, Laval, l'Université de Montréal et Sherbrooke, notamment ma collègue Tania Sava de la chaire BMO en diversité et gouvernance. Et la publication de cette recherche a été possible grâce au gouvernement fédéral, mais le MI soutient l'indice entrepreneurial québécois et les financements de la partie santé que je vais vous présenter. Ça, c'est les points qu'on va aborder dans cette courte présentation. Mais d'où ça nous vient l'intérêt de faire un focus sur l'entrepreneuriat migrant? Regardez ces graphiques. Ces graphiques ont été présentés lors du dernier indice entrepreneurial québécois de 2021. Et regardez ces graphiques. En 2009, c'est la première fois que l'indice entrepreneurial québécois a mesuré le tas de l'entrepreneuriat au Québec. Et si on voit la ligne verte, on voit qu'il y avait 7, quelque chose, 7% de la population québécoise était entrepreneur, était propriétaire d'une entreprise, oui, une moyenne, et on voit qu'aujourd'hui, on a moins. Donc, bien qu'on valorise plus l'entrepreneuriat et dans toutes les sphères sociales, on parle d'entrepreneuriat dans les universités, à la télé, partout en politique, on a moins d'entrepreneurs. C'est une réalité. On a moins d'entrepreneurs en moyenne aujourd'hui qu'en 2009. Pourtant, c'est pas ça, c'est qu'on entend dire, on ne parle pas de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent dans l'indice. Mais la contradiction la plus grande, c'est que, regardez la ligne jaune ou orange, ça dépend de votre écran, c'est l'intention entrepreneuriale, ça veut dire l'envie d'un jour créer ou reprendre une entreprise, a même jusqu'à tripler en 2019 des 7% à 21%, et après une descente. Mais mes collègues chercheurs peuvent confirmer que plusieurs recherches, sauf quelques exceptions, montrent que l'intention entrepreneuriale, c'est une bonne manière pour prédire la croissance dans les passages à l'acte. Ça veut dire que dans une société, si l'intention entrepreneuriale augmente, la tendance, ça serait que le passage à l'acte ou la création d'entreprise augmente. Or, pourquoi ici, c'est le contraire? Il y a l'intention qui a triplé, mais le passage à l'acte a baissé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on s'est fixé plusieurs hypothèses. On dit peut-être que étudier l'entrepreneuriat immigrant peut expliquer cela.
Donc, ça, c'est les points qu'on va voir, comme j'ai dit. Donc, on va commencer par les premières. En effet, l'entrepreneuriat migrant, c'est une réserve entrepreneuriale en puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis plusieurs années, l'intention entrepreneuriale des immigrants, comme celle de natifs, a grandi, mais celle des immigrants a pris, la croissance a été plus importante. Si on sépare les deux populations, donc on peut voir que l'intention des natifs à créer une entreprise est de 14,7%, qui est très bonne, mais celle des immigrants est de 28%. Vous pouvez me dire, oui, mais dans les autres pays occidentaux, c'est plus ou moins pareil. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Et les démarches, c'est quand les personnes commencent à chercher des clients ou commencent à faire un plan d'affaires ou ouvrir un compte bancaire, c'est commencent à faire les premiers pas pour qu'une entreprise. Les natifs, c'était l'année dernière des 7,2 et chez les immigrants des 14,3. Et si on les sépare hommes-femmes, on voit que les hommes ont les hommes migrants ont plus d'intention entrepreneuriale que les hommes natifs. Mais regardez, chez les femmes immigrantes, c'est quand même presque 1 sur 3 qui a de l'intention entrepreneuriale. Et l'écart est quand même assez grand avec les femmes natives. Et pareil, en matière des démarches à faire. Mais d'autres résultats qu'on a eu dans notre enquête, c'est qu'on a posé la question aux personnes qui disaient avoir de l'intention et aussi les entrepreneurs immigrants veulent passer plus rapidement à l'acte une fois qu'ils disent qu'ils ont l'intention. Surtout, on était en contexte de pandémie, donc ils disaient que dès que les conditions économiques ou sanitaires reviendront à la normale, c'est 14,2% des personnes qui disaient qu'ils avaient de l'intention entrepreneuriale voulaient rendre ça concret, créer une entreprise, versus 6,5% pour les natifs. Et donc, si on veut faire, si on veut faire encore, si on veut dramatiser davantage cela, on l'a divisé par tranche d'âge. Donc, regardez la tranche d'âge des 18 à 34. On a un permis de travail, on vient de commencer à travailler, ou on est dans l'université, ou on est en train de faire des études et c'est un pays plein d'opportunités, Canada et spécialement au Québec. Mais regardez, 53, mais il n'y a que 2,4 qui vont passer à l'acte. C'est quand même frappant. Il faut réagir. Ouais. Déjà, des 35 à 49, c'est aussi important. C'est aussi important. Et aussi, les passages à l'acte est assez faible. Regardez maintenant les immigrants des 50 à 64 ans, 22% ont l'intention et 13%, bon, ça veut dire qu'un peu plus de la moitié des immigrants entre 50 et 64 ans qui ont l'intention de venir vont la concrétiser. Ça veut dire quoi? Quand on a fait les volets qualitatifs, on a vu que ces personnes, ils ont dit qu'ils ont dû attendre avoir une historique de crédit, avoir un réseau, à être formés, à connaître la culture. Et une fois qu'ils pouvaient investir, qu'ils connaissaient, ils se sont lancés. Mais est-ce qu'on doit attendre que ces personnes de 18 à 34 ans arrivent à 5 ans? Pourtant, c'est le meilleur âge pour entreprendre, pour développer, pour être innovateur, pour prendre des risques. Ça montre que, bien sûr, on a pris beaucoup d'initiatives pour aider les entrepreneurs immigrants. Mais jusqu'à maintenant, ils ont eu surtout d'impact dans l'intention et beaucoup moins dans les passages à l'acte. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je pense qu'on va dans la bonne voie, mais il reste beaucoup de travail à faire. Maintenant, si on parle rapidement de l'impact de l'entrepreneuriat immigrant au Québec, on peut voir que les personnes immigrantes ont plus tendance que les natifs à créer des entreprises avec 4 emplois ou plus. Ça veut dire que si on prend les personnes qui viennent de démarrer une entreprise, des nouveaux entrepreneurs, si on peut dire ça, vous savez, la grande majorité de nos entreprises, un pourcentage très important, au moins de 10 employés. Donc, les immigrants, ils vont avoir plus tendance à créer des entreprises entre 4 à 9 emplois et plus ou moins
la même quantité de 10 emplois et plus. Quelque chose de très intéressant, c'est que les entrepreneurs immigrants ont plus de tendance à aller à l'extérieur de Québec. Regardez ici, à gauche, les entrepreneurs qui sont actifs dans l'échelle régionale, 31% pour les immigrants et 43% pour les natifs. Mais par contre, ceux qui vont aller à l'échelle nationale, ça veut dire à une approche pan-québécoise, ou à l'extérieur de Québec, c'est 32% les immigrants versus 24% les natifs. Et ceux qui sont actifs en international, 19% les immigrants et 16% les natifs. Maintenant, si on se focalise un peu sur les obstacles qui ont raconté, qui ont fait face les entrepreneurs immigrants, surtout, rappelez-vous qu'on a eu 2 années de Covid, des pandémies, d'un contexte très difficile. Et je suis très reconnaissant que les différents paliers du gouvernement, surtout les gouvernements provinciaux et fédéraux, ils ont réagi d'une manière très entrepreneuriale. Ils ont lancé des programmes, ils les ont testés, ils sont revenus, ils les ont changés, ils ont pris des risques. Parfois, ils se sont trompés, mais ils sont revenus. Il faut quand même reconnaître cela. Aussi, beaucoup d'organismes ont essayé d'adapter ces programmes. Cependant, regardez cette question. J'ai eu accès à une subvention, un financement gouvernemental ou un crédit d'impôt. 44% des entrepreneurs natifs ont eu au moins accès à un type de soutien versus 25,3% chez les immigrants. En même temps, avoir l'accès à un prêt bancaire, 21% chez les natifs versus 14,7% et chez les immigrants. Donc, comment est-ce qu'ils se sont financés, ou d'autres manières qu'ils sont financés? D'utiliser des cartes ou des marges de crédit, 28%, presque 29% pour les immigrants, versus 22,5% pour les natifs, tout en sachant que c'est financé avec les cartes de crédit, comme vous savez, c'est assez cher. Et aussi, les immigrants ont utilisé beaucoup plus leur économie personnelle, 42,7%, versus 23,9% chez les natifs. Donc, ils ont dû faire appel à ses ressources, à son propre réseau aussi. Côté Love Money, 10% des immigrants ont dû faire appel au soutien économique de leurs proches versus 3,5% chez les natifs. Par rapport au volet qualitatif que je vous ai mentionné de notre recherche, en fait, les personnes immigrantes nous ont mentionné une série d'aspects à considérer pour obtenir des financements, pour se faire accompagner dans différents organismes, incubateurs, accélérateurs ou des programmes d'accompagnement. Et il y avait surtout 2 volets. Un volet, c'était leur statut migratoire. Ça veut dire que beaucoup des jeunes entrepreneurs, surtout des 18-34 ans, qui veulent se lancer en affaires, c'est des personnes qui ont un permis temporaire, qui travaillent et qui ont découvert une opportunité ou qui sont surdiplômés, sous-employés. Rappelez-vous que la moyenne des personnes diplômées au Canada et au Québec, les immigrants en moyenne sont beaucoup plus diplômés que les natifs parce qu'on les a choisis comme ça, on les a choisis avec certains critères qui font qu'ils sont plus diplômés. Donc, ils arrivent ici, ils voient beaucoup d'opportunités, mais la grande majorité, ou la presque totalité des subventions, des soutiens, des financements, des programmes d'accompagnement vont les demander la résidence permanente ou la nationalité. Donc, chose qu'ils sont accès à très peu de programmes qui permettent ça. Et il y a d'autres programmes qui ne demandent pas ça, mais ils sont moins de diffusion et parfois les immigrants ne connaissent pas ce type de programme. Une autre chose, et on va le dire, c'est que ils se voient confrontés à des biais cognitifs et plusieurs nous ont dit qu'ils
ils sont allés demander des soutiens ou des financements avec des entreprises qui avaient fait, avec d'autres entrepreneurs qui avaient fait les mêmes programmes avec des projets semblables et que pour l'effet d'être immigrants ou être très racisés, ils ont trouvé des obstacles pour se faire soutenir ou se faire financer. Ils ont vu toute une série d'entraves pour arriver. Ils nous ont beaucoup parlé de que les programmes d'accompagnement et de financement, et même plusieurs qui se disent spécialisés pour les immigrants, connaissent pas vraiment les besoins des clientèles. Non? Ils vont les demander un historique des crédits de plusieurs années. Or, il vient d'immigrer. Ils demandent, comme je viens de dire, la résidence permanente, la nationalité. Or, ils l'ont pas. Ils demandent un soutien à un réseau qu'ils sont pas. Il n'y a pas une introduction à la culture dans les programmes d'accompagnement. On trouve quelque chose aussi, ils trouvent peu de modèles à suivre d'entrepreneurs immigrants et très peu diversifiés. Souvent, on va mettre de l'avant un homme ou une femme entrepreneur immigrant qui ont réussi et on met quelqu'un parfait, une personne belle, élégante, qui a tout réussi. C'est bien, on a besoin de ça, mais on a aussi besoin d'avoir des modèles plus diversifiés, autant pour les natifs que pour les immigrants. Mais en tout cas, 80% des personnes interviewées considèrent que leur statut migratoire représente un frein à diverses étapes de parcours entrepreneurial. Donc, bien qu'on a fait beaucoup d'efforts pour encourager l'entrepreneuriat et on voit qu'il y a des très bons résultats, on doit se féliciter. On a triplé l'intention entrepreneuriale. Comme écosystème, on doit dire bravo, mais les entrepreneurs immigrants se voient confrontés à des biais cognitifs, à des stéréotypes, à des préjugés. Après, il y a des programmes de financement et d'accompagnement qui ne sont pas adaptés à leurs besoins, à leurs conditions, à leur statut. Donc, ils ont du mal à trouver des soutiens, des financements. Donc, ça a une incidence sur leur envie d'entreprendre. Donc, d'un coup, ils vont, bien qu'ils ont une grande intention entrepreneuriale, ils vont finir par ne pas se lancer en affaires. Très rapidement, on va parler des santé des entrepreneurs. Hier, si vous êtes intéressé sur la recherche sur la santé en entrepreneur, dans notre site web, on a mis les 10 points de vigilance pour les entrepreneurs en santé, il y a une partie des données de cette recherche. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les entrepreneurs immigrants qui disent avoir une intention entrepreneuriale se disent un tout petit peu avoir en mieux santé en général et santé physique et sommeil que les natifs, comme vous pouvez voir à gauche. Bon, sommeil un peu moins, mais à fur et à mesure que les immigrants entrent dans la chaîne entrepreneuriale, démarchent, créent une entreprise, leur santé, ils disent avoir, plutôt les natifs, ils déclarent une meilleure santé que les immigrants quand on avance dans les parcours entrepreneuriaux. Ce qu'il faut faire attention, c'est les sommeils. Regardez, autant pour les natifs que pour les immigrants, presque la moitié, ils disent avoir un problème de qualité au sommeil. Et après, si on parle de la détresse psychologique, au moment de l'intention, les natifs montrent plus de détresse psychologique, mais à fur et à mesure aussi qu'on avance dans la chaîne entrepreneuriale, les immigrants vont présenter de plus en plus des détresse psychologiques que les natifs. Regardez ici, chez les entrepreneurs, il y a l'écart. Mais ce qui est plus frappant, c'est que celles qui sont les plus touchées, c'est les femmes immigrantes, donc avec une moyenne de 3,7, donc beaucoup plus haut que les natifs et que les hommes immigrantes. Et quand on les interviewait, ils disaient parce qu'il manque du support, ils ne sont pas un réseau de support familial pour les aider avec la famille, avec les enfants, des supports moraux des personnes de la communauté, des personnes qui connaissent leurs besoins. Donc, disent, en général, notre support, notre réseau de support est faible. Donc, enfin, j'ai fini avec ça. Volet accompagnement. Tout au long de la chaîne entrepreneuriale, les immigrants vont être plus demandants d'accompagnement pour bien connaître la culture, pour savoir comment entrer, pour savoir comment faire entrer en réseau. Même si quand on arrive chez les propriétaires, les besoins se réduisent. Pour les intentions, c'est 70%. Et quand ils sont propriétaires, ça se réduit. Ils sont encore plus demandants. Et j'ai fini avec ça. Les immigrants qui arrivent, comme j'ai dit, sont pas mal diplômés. Donc, ils savent
ils connaissent qu'est-ce qu'un incubateur, qu'est-ce qu'un accélérateur. Donc ils vont peut-être faire plus appel aux incubateurs, accélérateurs que les natifs, moins aux mentors et aux coachs. À mon avis, c'est une erreur parce qu'un mentor ou un coach local peut les aider à comprendre la culture et les mettre en réseau, et un peu plus d'appel au réseau. Pour finir, simplement, j'aimerais dire deux mots. Un, donc notre écosystème, inhibiteur au catalyseur, pardon, catalyseur, inhibiteur, je pense qu'il catalyse les désirs. C'est-à-dire qu'il met beaucoup en avance des modèles entrepreneuriaux et il crée les conditions pour que les personnes souhaitent se lancer en affaires à partir des conférences, des modèles, beaucoup de bourses. Et ça, il faut être très reconnaissant. Par contre, comme on peut voir, il y a beaucoup de barrières pour les immigrants pour passer à l'acte, et ça fait qu'il devient inhibiteur. Dommage, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour créer ces désirabilités. Donc, il faut accompagner les entrepreneurs avec une approche entrepreneuriale. Nous-mêmes, il faut voir quels sont les besoins, et il faut innover, et il faut prendre des risques. Beaucoup de personnes me disent, si on finance ou si on accompagne d'entrepreneurs qui n'ont pas la résidence, peut-être ils vont quitter. Ben, il faut être entrepreneurial, il faut dire, ben, on prend les risques. Je pense que non, ils ne vont pas quitter. Si on les soutient, ils vont rester. Des personnes me disent, oui, mais machin a quitté. Oui, mais c'est un cas. Je n'ai pas connu une seule recherche qui dise que si on soutient des entrepreneurs qui ont la résidence permanente, ils vont partir. Quelqu'un qui a tout quitté pour venir ici et scolariser ses enfants en médecin, on va les prêter 75 000 $ et ils vont quitter pour retourner dans leur pays. C'est mal connaître l'entrepreneuriat immigrant. Donc, merci beaucoup et gracias, et j'arrête avec ça.